Drame du divorce, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a tranché. La petite Charlotte, 4 ans, est confiée à son père. Elle ira vivre aux États-Unis. Une décision qui laisse dans le désarroi la mère de l'enfant qui s'était battue pendant de longs mois. À la SNCF, une panne informatique dont on ignore l'origine paralyse depuis la mi-journée 800 terminaux de vente au guichet. Cette panne touche l'ensemble du pays. Les réservations restent possibles, le trafic est normal. Pour acheter les billets, les voyageurs peuvent tout de même utiliser les distributeurs automatiques. En Ukraine, la Cour suprême vient d'annuler le résultat de la présidentielle et ordonner un nouveau second tour de scrutin. Une victoire pour l'opposition, mais pour l'instant, une étape dans un processus complexe. Le Téléthon avec, comme chaque année, l'appel à la solidarité des Français pour cette 17e édition. Aux côtés de Sophie Davant, Gérard Jugnot, un slogan « Moi je me bats et avec toi je gagne ». L'appel de ces enfants touchés par les maladies génétiques et qui ont besoin de la recherche. Le salon nautique à Paris, 300 000 visiteurs attendus, plus d'1 millier de bateaux à voile et à moteur sont là pour faire rêver, à découvrir les nouveautés du salon de la plaisance. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, la petite Charlotte, 4 ans, ira donc vivre aux États-Unis avec son père. Ainsi en a décidé la justice. L'épilogue d'une affaire qui avait secoué l'opinion publique lorsque la fillette avait été en pleine bataille judiciaire arrachée par des policiers dans la cour d'école. Ce drame du divorce laisse dans la douleur et le désarroi la mère de la fillette. Reportage Olivier Théron, Raymond Chaplard. La cour d'appel a tranché. Derniers instants. Sophie Momousseau étreint sa fille une dernière fois, avant de la rendre. Son mari, David Washington, un Américain, est dans l'hôtel. Ça fait 2 mois qu'il attend ce moment. Sophie Momousseau est effondrée, soutenue par des amis. Cette décision de la Cour était attendue avec angoisse par Sophie Momousseau. La jeune femme a quitté les États-Unis en mars 2003 avec sa fille. Son mari a alors invoqué la Convention de La Haye qui prévoit le retour immédiat des enfants déplacés. Après une lutte judiciaire, le combat a tourné à l'avantage du père. Seul espoir pour la mère, un juge pour enfants qui ordonne le placement de la petite fille ainsi que des expertises. C'est cette mesure qui a été annulée par la Cour. Je suis un peu perdu, il y a tout qui se bouscule. Je pense surtout à Charlotte, je pense pas à me battre, j'ai fait que ça pendant 5 ans. Donc j'aimerais un peu poser le pied et je me dis me reconstruire, après on verra. Pour l'avocate de Sophie Momousseau, c'est un dossier sous influence où l'intérêt de l'enfant a été sacrifié. Madame Washington n'a aucun droit de visite qui est fixé. Le retour aux États-Unis fait que c'est une petite fille qui va avoir le sentiment d'être abandonnée par sa maman. La vision est évidemment inverse du côté du père. Pour lui, la justice française a enfin fait son travail. Il ne commande pas la décision, il demande simplement du calme. C'est son avocate qui est satisfaite. C'est un soulagement au niveau national pour le respect de l'intérêt de l'enfant et de tous les parents qui sont victimes d'un déplacement illicite de la part d'un autre parent. Charlotte et son père ont quitté la Côte d'Azur ce soir. Ils devraient rejoindre rapidement les États-Unis. Les enfants des époux Roussel attendent beaucoup du deuxième procès qui s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de la Seine-Maritime. Dans le box des accusés, Alfred Petit, le fils, qui s'est muré dans le silence. L'ombre du père n'est pas loin. Cet ancien gendarme devenu charcutier s'est suicidé après avoir été mis en cause par un témoignage de dernière minute il y a 1 an. Ce témoignage avait provoqué la suspension du procès. Il reprend donc aujourd'hui. Loïc Delamornay, Sylvain Daubard. Lassés par les rebondissements, les enfants Roussel n'attendent qu'une chose du nouveau procès d'Alfred Petit. C'est la seule chose qu'on attend, c'est de voir sa réaction dans le box quand il sera en prison à vie. C'est la seule truc. Pour nous, maintenant, on ne s'attend plus à avoir des réponses. Aujourd'hui, Alfred Petit refuse d'être filmé. Le voici l'an dernier, lors du premier procès de cette histoire tortueuse. En mai 2001, les corps minutieusement découpés des époux Roussel sont retrouvés près de leur domicile. Très vite, les soupçons se portent sur Alfred Petit, un détenu récidiviste en cavale après une permission de sortie. Au procès l'an dernier, coup de théâtre, un témoin de dernière minute affirme avoir vu le soir du crime la silhouette d'un deuxième homme dont la démarche ressemble étrangement à celle-ci. Il s'agit d'Alfred Petit, le père, qui porte le même prénom que son fils. Ancien boucher, violent et colérique, le père est vite soupçonné d'avoir lui aussi participé au meurtre. Le procès est alors suspendu, mais peu après, Alfred Petit père se suicide, emportant peut-être son secret dans sa tombe. Aujourd'hui, seul le fils est à la barre et depuis toutes ces années, il reste muet. C'est une intelligence instinctive qui consiste à dire moins j'en dis, moins j'aurai de contradictions. Et au moins on ne me surprendra pas par une question déstabilisante.
Même l'avocat de la défense semble impuissant devant le mutisme de son client. Il vient à ce procès parce qu'il est obligé de venir, et il y vient en spectateur et pas en acteur. Cet après-midi, à la barre, la mère d'Alfred Petit est venue raconter l'enfance de l'accusé sous la coupe d'un père tyrannique. Aujourd'hui, ce père qui inspirait tant de craintes n'est plus là, mais ça n'a pas délié la langue de l'accusé. Ce matin, Alfred Petit s'était adressé à la cour et avait prévenu « Je suis innocent et durant tout le procès, je ne parlerai pas ». Venons-en à cette nouvelle panne informatique à la SNCF qui touche les guichets de vente dans les gares partout dans le pays. 5 mois après une première panne, en plein 14 juillet, ce sont aujourd'hui près de 20% des terminaux qui sont affectés par ce dysfonctionnement dont on ignore l'origine. Les réservations restent tout de même possibles et le trafic est normal. Yvan Martinet, Jean-Yves Blanc. Un vendredi, à l'heure des départs en week-end, cette salle devrait être noire de monde. Ce soir, pas un chat. Explication, une panne informatique paralyse 25% des points de vente manuels à travers la France. J'ai dû changer mon billet donc pour aller sur Tarbes. Et évidemment, leur système informatique ne fonctionnant pas, j'ai pas pu valider mon billet. Solution de repli, les billetteries automatiques. Elles fonctionnent toujours, idem pour le service d'achat par téléphone ou par Internet. Et en dernier recours, la SNCF autorise ce soir l'achat de billets directement auprès des contrôleurs, sans majoration. On va monter avec celui-là alors qu'on voudrait monter avec un autre qui est plus tôt. Vous comptez sur la sympathie du contrôleur. On espère. C'est ça, exactement. Exactement. Avec un peu de charme, ça devrait passer. On effectue un tarif guichet pour les personnes qui n'ont pas de titre de transport à l'intérieur du train. Tarif guichet, le même prix qu'au guichet. Ni retard, ni annulation, le trafic ferroviaire n'est pas affecté par cette panne. Mais ce soir, la SNCF ne connaît toujours pas l'origine du problème. Déjà, au mois de juillet, une panne similaire avait affecté ses points de vente. On a tous en mémoire les terribles inondations qui ont dévasté il y a un an jour pour jour le sud-est de la France et en particulier la ville d'Arles où plus de 4000 familles ont été évacuées. Depuis, les autorités locales ont décidé d'engager les grands travaux pour éviter une nouvelle catastrophe. Les premières pelleteuses sont entrées en action, mais ça n'est que le début. Le chantier est colossal. Isabelle Stess, Christophe Larocca. Vous pouvez voir quand même la différence, c'est pour ça qu'on est venu ici, entre la nouvelle digue et l'ancienne. L'ancienne digue qui longe le Rhône date de 1870. Tout est à reconstruire. Depuis les inondations d'il y a un an, on a fait environ 5 km. Il vous faudrait en faire combien? Écoutez, 5 km par an, c'est un bon rythme. Je pense qu'on est parti pour plusieurs décennies. Les inondations de décembre 2003 ont mis au jour une centaine d'anomalies sur les digues du Rhône. À Arles, c'est une structure de la voie ferrée qui avait cédé. Entre le fleuve et le canal, 10 000 personnes ont été piégées par les eaux. Les digues de ce canal s'étaient effondrées sur environ 3 km. Donc une nouvelle crue de ce canal aurait encore mis en danger les populations. À quelques mètres du Rhône, ces habitations n'ont pas été inondées il y a un an. Mais la digue doit être consolidée. Par exemple, ces canalisations d'irrigation ont été surélevées pour ne plus traverser et fragiliser la digue. Il y a beaucoup de canalisations comme ça sur la... En Camargue, il doit y en avoir plus de 500. Donc autant de brèches possibles dans la digue. Oui, entre autres. Un chantier colossal qui a déjà coûté 17 millions d'euros cette année pour consolider 5 km de canal. Nous n'avons pas les moyens. Il faudrait arriver à investir environ 50 millions à 100 millions d'euros par an sur le fleuve Rhône, tout au long du Rhône, depuis Lyon jusqu'à la mer, sur une dizaine d'années pour arriver à bien traiter le problème. Désengorger le fleuve en amont de la Camargue, c'est aujourd'hui l'objectif pour que le Rhône ne submerge plus la ville d'Arles. Aux Philippines, en moins d'une semaine, 1 millier de morts emportés par la tempête et le typhon qui ont balayé la côte Est par 2 fois. Les opérations de secours sont particulièrement difficiles. Il n'y a pratiquement plus d'infrastructures. Tout manque, à commencer par l'électricité. Plusieurs régions sont placées en état de catastrophe naturelle. Christelle Bertrand. Ils fuient sans savoir exactement où ils vont. Toute la province du Nord est sinistrée, isolée. Les principales voies de communication sont coupées. D'abord inondées par Winnie, la tempête, les Philippines ont été touchées par Nanmadol, le typhon et ses vents à 180 km/h. Des centaines de milliers d'habitants totalement démunis laissent derrière eux leur village ravagé. J'ai quitté mon village hier matin. Je me suis arrêté dans une école. Ici, tout le monde veut partir. Le peu d'engins disponibles peinent à se frayer un chemin dans les éboulis.
Les gros rochers nous posent des problèmes. Ils ont roulé de la montagne sur les maisons. Déblayer tout ça, ça va prendre du temps. L'armée a très peu de moyens. Les organismes internationaux comme la Croix-Rouge et l'UNICEF ont lancé un appel de fonds en faveur des victimes. Difficile de dresser un bilan, mais les autorités parlent de plus de 1000 morts ou disparus. Les blessés sont acheminés vers Manille pour y être soignés. Devant un tel désastre, la présidente du pays ne veut pas baisser les bras. Il est temps que le pays se rassemble, que les particuliers s'unissent dans des actes héroïques et que chacun puisse aider de quelque manière que ce soit. L'espace vient en aide aux Philippines. Gratuitement, l'ONU a activé 4 satellites pour observer la zone touchée afin de faciliter l'organisation des secours. En Inde, il y a 20 ans, à Bhopal, se déroulait le plus terrible des accidents industriels de l'histoire. Une fuite de gaz toxique à l'usine américaine Union Carbide a provoqué la mort de plus de 20 000 personnes. Et au total, ce sont plusieurs centaines de milliers d'habitants de la ville qui ont été plus ou moins touchés par cette catastrophe. Ce matin, l'hommage des rescapés, des familles des victimes et de ceux qui militent pour que soient indemnisés, enfin comme il se doit, ces hommes et ces femmes. Une procession vers le site abandonné de la société américaine devant laquelle ces gens ont brûlé des effigies. 20 ans après, il n'y a toujours pas eu de procès, des années de bataille juridique qui n'aboutissent pas malgré l'obstination des associations qui exigent que les fonds d'indemnisation soient distribués dans leur totalité. Or, seulement une partie est parvenue aux victimes. Ce soir, une avancée tout de même dans le dossier. Le gouvernement indien vient d'annoncer qu'il allait enfin débloquer la totalité des fonds. Sur place, Christian Autin, Yann Moine. Blessés dans leur chair, les veuves de Bhopal luttent contre l'oubli. Toutes ont perdu un mari ou un enfant dans la catastrophe. Chaque samedi, elles se retrouvent dans ce parc du centre-ville pour réclamer des réparations. Laissées pour compte, elles font partie des 25 000 victimes qui n'ont jamais touché d'indemnité. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu d'argent. Pas une roupie, ni avant, ni maintenant. On a bien fait des démarches pour remplir le dossier, mais comment voulez-vous que j'y arrive? Je ne sais ni lire, ni écrire. En 1989, Union Carbide, propriétaire de l'usine meurtrière, a bien versé 470 millions de dollars, 10 fois moins que ce que réclamait le gouvernement indien. Chaque victime a perçu l'équivalent de 400 € en plusieurs versements. Une somme jugée dérisoire pour réparer les dégâts irréversibles causés par le gaz. Ils appellent ça des compensations. Vous voulez rire? Tout cet argent a tout juste suffi à payer les médicaments et les soins dont j'ai besoin pour survivre. L'argent des indemnités a aussi servi à construire en 2001 cet hôpital ultramoderne. Un lieu dédié en principe aux victimes du gaz. Grâce à cette carte, ils peuvent bénéficier de soins gratuits et d'une technologie de pointe. Problème, pour continuer à fonctionner, l'hôpital a aussi besoin de patients qui payent leurs soins. Cet hôpital ne donne pas la priorité aux victimes du gaz. De lourdes interventions chirurgicales peuvent y être pratiquées, ce dont n'ont pas besoin ces victimes. Mais c'est nécessaire pour attirer les patients qui ont beaucoup d'argent. Les victimes ont enfin obtenu le paiement d'une nouvelle indemnité de 400 € par personne. Une somme pourtant bien insuffisante pour apaiser la douleur des survivants en colère. En Ukraine, très attendue, la décision de la Cour suprême qui est tombée en fin d'après-midi. C'est une victoire pour la révolution orange puisque la plus haute instance ordonne l'organisation d'un nouveau second tour de scrutin. Mais en réalité, ça n'est qu'une étape dans un long processus. Sur place à Kiev, Anne Ponsinet, Xavier Duizet. Quand les juges ont commencé à parler, tout le monde s'est tu devant la Cour suprême. Une foule silencieuse, l'oreille tendue vers un transistor ou un haut-parleur. Les juges ne les ont pas déçus, allant même au-delà de ce qu'on attendait d'eux. Ils ont annulé le résultat de la présidentielle et ordonné l'organisation d'un nouveau second tour du scrutin. Coupe en l'herbe sous le pied du président Kuchma qui affirmait encore hier soir privilégier la solution d'une nouvelle élection. À l'issue de la déclaration, les manifestants explosent de joie.
Nous sommes contents de l'objectivité de la Cour suprême. La Cour suprême est avec le peuple. Petit à petit, nous nous approchons de la victoire finale. Je suis contente, la vérité l'a emporté, car on s'est battu du début jusqu'à la fin et on a eu la vérité. Maintenant, c'est un nouveau vote qui montrera que Yushchenko est vraiment le président légitime. Ce sera aux électeurs d'en décider. La date n'a pas été fixée explicitement par la Cour suprême, mais devrait intervenir dans les 3 semaines, le 26 décembre, selon certains experts. Il aura fallu 12 jours d'une mobilisation sans précédent pour que ces manifestants obtiennent une première vraie victoire significative. Il reste maintenant à organiser un nouveau second tour vraiment démocratique. En Espagne, l'ETA signe 5 explosions de petite puissance à Madrid. Un correspondant en fin de journée a prévenu de l'imminence des déflagrations. Il n'y a pas eu de blessés, mais des embouteillages monstres à cette heure de pointe. La police avait évacué les stations-service visées. La Côte d'Ivoire avec les tentatives de médiation d'un côté pour sortir de la crise, de l'autre, les déclarations pour la première fois du chef d'état-major français des armées, le général Banteja, qui maintient que les militaires français ont agi en légitime défense et rejette les accusations des autorités ivoiriennes qui affirment que les Français ont tiré sans sommation dans la foule. Philippe Visserias, Christophe de Valambras. C'est la contre-attaque médiatique de l'armée française. Ce matin, le général Banteja a visité la caserne du régiment d'infanterie chars de marine de Poitiers. Un régiment mis en cause dans la fusillade de l'hôtel Ivoire à Abidjan. Le plus haut responsable de l'armée française ne se contente pas de défendre ses hommes, il accuse la gendarmerie ivoirienne. Ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après des tirs de sommation, pour empêcher que notre soldat ne soit effectivement tué par la foule. Vous comprenez bien que nous n'avons à l'hôtel Ivoire ouvert le feu que dans 2 occasions, et dans les 2 cas, c'est d'une part parce que les manifestants s'étaient emparés d'une de nos armes, et la deuxième fois quand ils ont arraché un de nos soldats pour essayer de le faire lyncher par la foule. Selon le général Banteja, une grande partie des manifestants étaient armés ce jour-là, ce que les images qui nous sont parvenues ne montrent pas explicitement. S'il revient sur les événements de l'hôtel Ivoire, il ne parle pas des tirs effectués par les hélicoptères de l'armée française lors de ces journées d'émeute. Au total, la France reconnaît avoir fait une 20aine de morts. La Fédération internationale des droits de l'homme parle d'une 60aine de morts et d'1 millier de blessés. En France, le ministre de l'Éducation présentait aujourd'hui le projet de loi sur l'école avec parmi les mesures phares le développement de l'enseignement des langues étrangères, une première langue dès le primaire, puis une deuxième en classe de 5e. À plus longue échéance, c'est-à-dire en 2007, un baccalauréat en partie en contrôle continu. François Fillon a précisé que ces réformes coûteraient 2 milliards d'euros. Le détail, Florence Griffon, Nabila Tabouri. On l'attendait avant tout sur la réforme du bac. Sur ce point, François Fillon a décidé qu'il était urgent d'attendre et que son éventuelle modernisation n'aurait lieu qu'en 2007. Le baccalauréat continuera à être un diplôme national avec 6 épreuves nationales et une part de contrôle continu ou de contrôle en cours de formation. L'objectif, c'est de simplifier une épreuve qui est aujourd'hui trop complexe. Avant de décrocher leur bac, les élèves devront d'abord maîtriser un socle de connaissances dès le primaire. On vérifiera leur niveau en français, maths, sciences et histoire géo, mais aussi en langue vivante. L'anglais ou une autre langue étrangère sera obligatoire dès le CE1. Puis, une seconde langue apparaîtra en 5e et non plus en 4e. Pour aider les élèves en difficulté, un contrat individuel de réussite sera mis en place. Signé entre l'école, l'élève ou sa famille, il offrira 3 heures de soutien par semaine. Au collège, le brevet sera réformé. Il comprendra un contrôle continu majoritaire, un examen final restreint et une note de vie scolaire censée valoriser les bons comportements. Les profs ne sont pas oubliés. Non seulement ils devront remplacer leurs collègues absents, à raison de 2 heures par semaine, mais leur formation sera revue. Désormais, tous les jeunes enseignants devront maîtriser les bases d'une langue vivante, quel que soit leur domaine. On l'a dit, le nouveau projet de loi sur l'école insiste donc sur la nécessité pour les jeunes Français d'apprendre des langues étrangères. Aujourd'hui, le niveau des élèves n'est pas reluisant. Certaines expériences permettent tout de même un apprentissage plus approfondi, comme à Cahors, dans un lycée où les cours de physique se font en anglais. Nabila Tabouri, Hugues Buchard. La pipette, le précipité rose, pas de doute, nous sommes bien en cours de chimie.
à ceci près que les élèves doivent parler anglais, et ça, c'est pas évident. En fait, elle me dit the tube graduated et je cherche un tube gradué. Comme il n'y en a pas d'autres. Cette expérience part d'un constat. Les élèves français sont parmi les plus mauvais d'Europe en langues étrangères. Ces 2 heures de TP de chimie en anglais sont donc intéressantes à plus d'un titre. So now, what are you going to do? Well, we put sodium hydroxide in the No, sodium hydroxide. On peut utiliser des verbes d'action comme va chercher ceci, fait cela. Donc c'est tout à fait utilisable en général. Donc ce n'est pas une section européenne pour faire des scientifiques, c'est vraiment pour les aider à améliorer leur anglais. Aux côtés du professeur de physique, la collègue d'anglais. Elle est là pour traquer les fautes de grammaire et donner du vocabulaire. Cette initiative menée à Cahors peut servir d'exemple à la volonté du gouvernement de mettre l'accent sur les langues étrangères. Ça nous fait voir comment s'exprimer en anglais, parce qu'en cours d'anglais, on ne fait pas le vocabulaire, on apprend. En ce moment, c'est l'histoire de l'Angleterre. C'est pas ça qu'on demande, donc là, on parle vraiment anglais. La physique en version originale ne leur fera sans doute pas faire des étincelles, mais elle leur permet au moins de parler 2 heures de plus que tous leurs camarades de seconde. À Nancy, après résultat des analyses, le malade hospitalisé n'est pas porteur du virus de la grippe aviaire. Par précaution, cet homme qui revenait du Vietnam et souffrait de troubles respiratoires avait été mis à l'isolement. Le Téléthon sur notre chaîne depuis un peu plus d'1 heure a commencé donc la 17e édition de ce marathon de la solidarité organisé par l'Association française contre les myopathies. Le slogan « Moi je me bats et avec toi je gagne » est celui donc de ces enfants qui ont besoin de chacun d'entre nous pour faire avancer la recherche et leur donner l'espoir d'un traitement. Je vous propose de suivre l'histoire de ce jeune homme atteint d'une maladie neuromusculaire, l'amyotrophie spinale. Malgré tout, il tente de conserver une vie active. Christophe Duchéron, Frédéric Basile. Sur la route de l'aéroport, dimanche 12 septembre 2004 à Paris. Tanguy de la Forêt, 27 ans, tire à la carabine, participe à ses premiers jeux, atteint d'une amyotrophie spinale infantile, maladie qui ne l'empêche nullement d'être un sportif de haut niveau. On n'a qu'une seule envie, c'est d'être là-bas et enfin de découvrir les jeux. L'arme à l'œil est une arme à feu. Exercice de visée à l'entraînement, extrême concentration, préalable indispensable à la précision. Intensément, Tanguy fait travailler toute sa tête et à cause de la maladie, juste une partie de son corps. Le cou et le dos, c'est les 2 muscles en fait qui travaillent le plus au niveau de mon corps. Et le cerveau. Jour de compétition, sport individuel, mais Tanguy n'est pas seul. Bastien, son accompagnateur, l'aide à recharger sa carabine, à bouger son fauteuil, car la force des bras lui fait défaut. 12e sur 37 au classement, et l'envie pressante de revenir dans 4 ans, parce qu'il en a les moyens. J'ai de la chance, j'ai une maladie qui évolue très lentement. Dans les 10 dernières années, ça a évolué en effet, mais extrêmement légèrement, et ça ne m'inquiète pas du tout pour les années à venir, en tout cas au niveau musculaire. Non. Lumière matinale, Rennes, octobre 2004. Tanguy, tout juste embauché par PSA Peugeot Citroën à la direction commerciale France, après un diplôme de 3e cycle en marketing. Vie professionnelle et vie sportive, vie active. Aujourd'hui, je suis vraiment très satisfait en tout cas de cette indépendance que j'ai réussi à acquérir au fil des ans. Si je vous dis que la vie est belle, vous ne me contredisez pas? Absolument pas. La vie est très belle. Tanguy n'oubliera jamais qu'à l'âge de 9 ans, la maladie l'a conduit sur un fauteuil. Il n'oubliera pas non plus qu'à 12 ans, lors d'une kermesse, il a remporté un concours de tir à la carabine. Depuis ce jour, il n'a cessé d'aimer la compétition sportive, sans outrance. Parfait exemple de l'honnête homme en athlète. Parfait exemple de volonté qui prouve à l'évidence qu'il y a une vie avec le handicap. Nous retrouverons en direct du Trocadéro à la fin de ce journal de Sophie Davant et Gérard Jugnot. Enfin, cette mise en garde de l'Agence française de sécurité sanitaire, elle concerne le Vicks Baby Balm, utilisé pour masser la poitrine des bébés depuis 3 mois et contenant du camphre. Ce produit de la société Procter & Gamble est retiré du marché en raison de 2 cas de convulsions.
Une partie des naufragés d'Air Bourbon ont enfin regagné la France. Ils ont quitté Saint-Denis de la Réunion pour atterrir à Paris ou à Lyon. Vous le savez, la compagnie a déposé son bilan. Il est placé en redressement judiciaire pour une période de 8 mois. L'occasion de nous intéresser à ces différentes compagnies qui ont une petite flotte aérienne et qui sont fragiles. Quels sont leurs cahiers des charges et comment se préserver de telles mésaventures? Séverine Lebrun, Virginie Fichet. Tous laissent échapper leur soulagement. Après 6 jours coincés à l'aéroport de Saint-Denis de la Réunion, les passagers d'Air Bourbon ont enfin été rapatriés par charter. Contente d'être revenue, madame. 6 jours, c'est long quand même. Passé la joie des retrouvailles, la colère refait surface. Ces passagers ont dû payer 300 € de plus pour enfin rentrer chez eux. On a payé un voyage déjà, il faut quand même repayer encore. C'est une honte. Air Bourbon, une compagnie de plus en perdition. Créée il y a à peine 1 an et demi, elle est déjà placée en redressement judiciaire, 7,5 millions d'euros de déficit. L'entreprise n'a pas su résister à la concurrence et selon certains experts, il est aujourd'hui financièrement trop facile de créer une compagnie. Le cash, à mon avis, qui est demandé en termes de capital pour couvrir les premiers mois d'exploitation n'est pas suffisant pour garantir la vie pérenne d'une compagnie aérienne sur plus de 3 ou 4 ans. Résultat, ces dernières années, les faillites se sont succédées, laissant de côté des centaines de salariés au chômage et des passagers lésés. Car dans ce cas, difficile de se faire rembourser les billets, les consommateurs en sont pour leurs frais. Nous demandons depuis longtemps maintenant que soit mis en place une sorte de fonds de garantie, d'assurance pour les compagnies aériennes auxquelles elles devraient obligatoirement souscrire, qui permettent de rembourser les personnes lésées, les consommateurs en cas de faillite de l'entreprise ou de problèmes de ce type. Hier, le ministre des Transports s'est déclaré favorable à un tel dispositif, mais il faudra sans doute plusieurs années pour le mettre en place. La famille d'un jeune homme de 21 ans tombé dans un coma profond après avoir été interpellé par des vigiles de la SNCF puis conduit au commissariat. Sa famille a décidé de porter plainte pour coups et blessures. 3 agents de la SNCF viennent d'être mis en examen. On ignore avec précision le déroulement des faits. Paul de Genève, Frédéric Pasquette. Les parents Guédir ne comprennent pas pourquoi leur fils Abdelkader est depuis mardi soir entre la vie et la mort. Comment, à la suite d'une interpellation, peut-il être plongé dans un coma profond? C'est pas sûr qu'il vit. Il n'est pas bien du tout, il vit qu'avec les machines et tout. Hier, je suis partie, je l'ai caressé, je l'ai appelé Khaled, parle avec moi. Bouge tes yeux, bouge tes mains, rien du tout. Selon la police, mardi soir, les agents de surveillance de la SNCF interpellent un jeune homme qui lance des cailloux sur les trains en gare de Mitry-Villeparisis. L'interpellation est mouvementée. Abdelkader, 21 ans, est ensuite remis menotté aux policiers. Donc les fonctionnaires de police le prennent en charge, le montent dans le véhicule. Là, ils ont un individu qui est pas bien, qui est vraiment pas bien, qui est groggy, qui se sent pas bien. D'ailleurs, de la gare jusqu'au commissariat, il y a 4-5 minutes, ils sont obligés de s'arrêter pour ouvrir la fenêtre et arriver au commissariat, la personne fait un malaise. Que s'est-il passé lors de l'interpellation? 2 témoins affirment qu'ils accompagnaient Abdelkader ce soir-là. Selon eux, il aurait été frappé à plusieurs reprises. Ils se sont jetés directement sur nous. Ils ont dit Monsieur Guidir, c'est lui. Et sur le coup, ils sont venus comme ça. Et Monsieur Guidir, il a dit c'est pas moi, je suis innocent. Et ils ont commencé à frapper direct. Mais il avait plus rien, il avait plus sa veste, il avait plus ses chaussures, il n'avait plus rien du tout. Et ça a été à coup de matraque et à coup de pied, sur le visage partout. Et c'est là qu'ils l'ont emmené avec eux. La SNCF affirme que le jeune homme s'est montré violent, mais qu'il aurait été remis à la police dans un état normal. Pourtant, ce soir, 3 des agents de la SNCF devraient être mis en examen pour violence volontaire. En Moselle, 300 policiers et gendarmes, lors d'une vaste opération, ont mené une quarantaine de perquisitions à Thionville. 36 personnes sont en garde à vue. Le but de ce coup de filet était de démanteler un trafic de drogue en tout genre. Après une enquête de 8 mois, près de 25 000 € en espèces ont été saisis, ainsi que du matériel de conditionnement de stupéfiants. Les PV pour excès de vitesse constatés par les radars automatiques ne font pas recette. 25 à 30% ne sont pas payés. Apparemment, de nombreux conducteurs étrangers sont flashés par ces radars et n'acquittent pas leur contravention. Laurent dit, Jean-François Chevet. C'est bien connu, nos voisins adorent venir passer leurs vacances en France. Et ce d'autant plus que face aux radars automatiques, leurs plaques exotiques leur garantissent pour l'instant une totale impunité.
Sur les 2 millions d'infractions constatées, les machines ont pourtant photographié plus de 500 000 voitures étrangères, soit 25% du total. Mais les moyens juridiques de faire payer ces PV n'existent pas encore, même si des pourparlers sont en cours. La solution, ce sera l'envoi direct d'avis de contravention au contrevenant étranger. Si celui-ci ne paye pas, dans ce cas-là, eh bien, la poursuite sera exercée dans son pays d'origine. Mais d'autres usagers de la route passent aussi à travers les mailles du filet, les motards. À leur passage, la photo se déclenche, mais comme les motos n'ont pas de plaque à l'avant, l'image est inutilisable. 100 000 PV sont ainsi partis à la poubelle. Ici, la parade est plus facile à mettre en place. Il suffit de rediriger les radars vers l'arrière des véhicules après leur passage. C'est déjà le cas de la moitié d'entre eux. En politique, après la victoire sans appel du oui à la Constitution européenne des militants socialistes, François Hollande et Laurent Fabius se sont rencontrés pour la première fois aujourd'hui. Ils s'étaient peu ou pas parlé ces dernières semaines. Et pourtant, aujourd'hui, un seul slogan, l'unité du parti. Je Wittenberg, Éric Mézy. En général, quand le numéro 2 se rend au siège de son parti, c'est un non-événement, sauf quand ce numéro 2 s'appelle Laurent Fabius et qu'il vient négocier la suite des événements. Dans 3 quarts d'heure, quand je reviendrai. L'entretien durera en fait 1 heure dans le bureau de François Hollande. Le premier secrétaire est en position de force. Il a dit que le PS n'avait désormais plus qu'une seule ligne, celle du oui à la Constitution européenne. À la sortie, l'ancien champion du non est devenu très conciliant. J'ai dit à François que je le recontacterai, mais les choses sont passées dans un bon esprit. Merci. Vous restez numéro 2 à la direction? Vous croyez que la question est posée? Allez, à bientôt. Je ne sais pas. Laurent Fabius reste donc numéro 2, mais son influence ne sera plus la même. Certes, il y a des mots interdits au PS comme règlement de compte ou chasse aux sorcières. On préfère dire, ce qui revient au même, ajustement au sein de la direction. Il faudra que ceux qui ont dit oui, il y ait un peu plus de place et qu'il y ait une cohérence qui aille dans le sens de nos idées européennes. Un peu plus de place donc pour les têtes d'affiche du oui. Jack Lang, Dominique Strauss-Kahn, Martine Aubry devraient rejoindre l'équipe dirigeante. Côté départ ou réaffectation, Manuel Valls et Marie-Noëlle Lienemann pourraient faire les frais de leur campagne pour le non. Le sort de Claude Barthelone, l'ami fidèle de Laurent Fabius, reste en suspens. Tout doit être réglé pour demain, pour le Conseil national de l'après-référendum. Là où les socialistes, après s'être déchirés pendant plus de 2 mois, devront s'afficher à nouveau, tous ensemble. Le oui des socialistes pourrait donner une nouvelle impulsion au référendum national dont on ignore pour l'instant la date, mais il est possible que le calendrier soit avancé avant l'été. Élément de réponse, Arnaud Boutet, Florence Grandon. Avant de voter, il faut d'abord imprimer les bulletins, mais surtout le texte de la Constitution européenne. Chaque Français doit recevoir un exemplaire avant de se prononcer. Un détail, certes, mais la procédure prend plusieurs mois. Alors, quand voterons-nous ? Le 14 juillet dernier, Jacques Chirac, maître du calendrier, était resté prudent. Le printemps, on ne sera pas prêt. Ce sera parce qu'il faut... Oui, enfin, ce sera dans la deuxième partie de l'année. Second semestre donc, mais pourquoi pas le premier ? Après leur victoire mercredi, les socialistes favorables au oui réclament une campagne très courte. Le vote du PS a créé une dynamique favorable et par conséquent, ce serait bien que dans l'ensemble du pays, on puisse avoir cette même dynamique. Accélérer pour transformer l'essai ou au contraire ne pas aller trop vite. Michel Barnier lance ce soir la pré-campagne du oui. Le travail pédagogique s'annonce très long. Pour toute la France, il faut le temps de ce débat, de cette explication, de ce dialogue. Et nous voulons prendre ce temps parce que je pense que c'est une manière de respecter les Français. Avant le vote, députés et sénateurs doivent se réunir en congrès pour réviser la Constitution. Une étape obligatoire car la France transfère à l'Europe une partie de sa politique étrangère et de sa politique de défense, des domaines jusque-là régaliens. 3 mois pour la révision, 2 mois minimum pour la campagne. Le référendum ne peut avoir lieu avant juin 2005. Selon son entourage, Jean-Pierre Raffarin serait favorable à une campagne courte qu'il pourrait animer. Mais tout le monde attend la réponse de Jacques Chirac, c'est-à-dire le vrai calendrier. En Grande-Bretagne, un journaliste d'une chaîne de télévision a réussi à s'introduire dans de nombreuses zones interdites sur l'aéroport d'Heathrow à Londres. British Airways a ouvert une enquête. Reste que la démonstration des failles du système de sécurité ne rassure pas les Anglais. Yann Frantier.
Comme si de rien n'était, aucun contrôle, aucune question. Équipé d'une caméra cachée, ce reporter a réussi à pénétrer clandestinement dans l'une des zones en principe les mieux surveillées de Grande-Bretagne, le cœur même de l'aéroport de Londres-Heathrow. Dans ses bureaux de la compagnie British Airways, ce journaliste anonyme se paye ainsi le luxe de récupérer ce gilet destiné au personnel au sol, ou encore ce talkie-walkie. Mieux encore, il consulte même ses manuels confidentiels détaillant les mesures de sécurité à observer en cas d'attaque terroriste. C'est une démonstration accablante. Sur une échelle de 1 à 10, on est à 9. Ils ont quand même réussi à accéder à la partie la plus sensible du terminal. Encore plus grave, un autre soir, ce même reporter a réussi à passer ses barbelés et à atteindre le tarmac. Après avoir escaladé cet escalier de service, il a pu marcher sans jamais être inquiété sur la piste au pied de ses appareils prêts à décoller avec des passagers quelques heures plus tard. Notre reporter y est même retourné à plusieurs reprises. Jamais au cours de ses balades nocturnes, on ne lui a demandé le moindre laissez-passer. Les failles du système de contrôle sont évidentes. Après la diffusion de ce document, la compagnie British Airways a décidé d'ouvrir une enquête interne. L'ouverture du salon nautique demain au grand public, Jean-Pierre Raffarin a donné le coup d'envoi de cette 44e édition. La navigation de plaisance est au beau fixe. Sur place, quelques 1200 bateaux à voile et à moteur sont exposés, dont 300 nouveautés, des nouveautés repérées par Julien Beaumont et Samuel Humez. On casse les prix, voilà la tendance actuelle. 150 000 € le bateau 12 mètres, ce n'est pas une petite somme, mais c'est quand même 20% moins cher que d'habitude, grâce à des idées nouvelles. Certains constructeurs ont réduit les coûts. Exemple, la même table à cartes équipe 3 voiliers différents. La carte n'est pas plus grande quand le bateau augmente de taille. Donc nous avons standardisé un module de table à cartes que l'on retrouve en effet sur les 3 unités. A priori, ça plaît. L'intérieur est simple, clair, fonctionnel. Les essayeurs sont agréablement surpris. Je reconnais qu'ils ont fait un excellent travail. Je trouve qu'il y a 2-3 astuces en design toutes simples, comme ces petites baguettes à luce et les jeux de couleurs qui sont bien faits. Autre astuce, soigner les détails, comme cette barre à roues qui se replie pour faciliter l'accès à bord. Mais au salon nautique, les clients plus huppés peuvent aussi trouver leur bonheur. Sur ce catamaran, que du haut de gamme. Bois précieux, écran plat, lave-linge, lave-vaisselle. Le prix avoisine le million d'euros. Ce n'est pas un problème pour cette famille russe. Elle vient de s'offrir le voilier de ses rêves. Je pense que je vais épater mes amis, mes clients, avec ce nouveau bateau. Quand on voit des véhicules qui sortent à des prix complètement faramineux, on se dit qui peut se payer ces joujoux? Dans le bateau, on a des petites niches de très haut de gamme. Donc on est sur des bateaux de luxe, sur des budgets qui sont très importants, mais on n'en vendra pas des centaines à l'année. Le salon, c'est aussi des inventions étonnantes. Un pneumatique avec des roues, démonstration, plus besoin de se mouiller les pieds pour débarquer, terminer la remorque pour le ranger, compter 60 000 € pour épater les amis sur la plage. Football avec la belle victoire hier soir de la JOCR en match de qualification de la Coupe de l'UEFA. Les Auxerrois ont battu les Polonais d'Amica Wronki 5-1, match très disputé au cours duquel Luigi Pieroni a marqué 3 des 5 buts auxerrois. Le 15 décembre, les hommes de Giroud devront affronter les Glasgow Rangers en Écosse. Théâtre avec l'Évangile selon Pilate, un texte signé Éric Emmanuel Schmitt et sur scène Jacques Weber qui incarne le procureur de Judée qui a fait crucifier Jésus. La pièce nous montre un autre personnage moins connu que celui qui s'en est lavé les mains. Marie-Hélène Bonneau, Patrick Voix. Je n'avais pas les mains libres et je décidais de me les laver devant eux. C'est ce que l'histoire a retenu de Ponce Pilate, il s'en est lavé les mains. Pilate, symbole de l'irresponsabilité. Cela ne me regarde plus. Le procureur de Judée raconte sa version de la mort de Jésus. Cette pièce est une sorte de 5e évangile consigné par un scribe. Une rencontre, celle de l'auteur Éric Emmanuel Schmitt et un acteur Jacques Weber. Peut-être que le bon Dieu existe. Pilate est un des personnages importants, majeurs d'une petite histoire qui est devenue notre grande histoire, qui est une des histoires fondatrices de notre civilisation. Si on veut le faire mourir rapidement, on coupe les tiens. Pilate enquête comme dans un polar.
On pratique le bris du tibia par sécurité avant de découvrir... Jésus est-il vraiment mort? Avait-il un sosie? Y a-t-il eu des faux témoignages? Le vrai sujet, c'est un Romain, c'est-à-dire un homme moderne, matérialiste, qui a des certitudes, qui ne voit dans Jésus qu'un agitateur politique, va tout d'un coup être en face d'un grand mystère. Qu'ai-je vu? Rien. Qu'ai-je compris? Rien. Cette religion n'a pas d'avenir. Elle est née dans un mauvais endroit, la Palestine, une toute petite nation qui n'a ni influence ni importance dans le monde d'aujourd'hui. À l'heure même où on veut toujours nous asséner des grandes réponses, c'est formidable qu'un texte nous rappelle que le plus urgent c'est de se questionner, quoi. Et je pense que c'est formidablement important pour nous tous de découvrir un doute profond. Une pièce portée par un artisan du théâtre, Jacques Weber. Un roman mystique sur la religion et son importance à travers le monde. Musique avec ce document exceptionnel, un concert unique de Ray Charles il y a 4 ans à l'Olympia, un concert qui a failli ne jamais avoir lieu, un moment inoubliable que l'on peut désormais retrouver sur DVD. Ray Charles à Paris, c'était en 2000. Regardez, écoutez, Michel Monpontet, Philippe Huzier. Il y a d'abord ce qui reste, le film d'un concert entré dans l'histoire, 140 minutes de grâce, dès aujourd'hui dans tous les bons magasins de musique. Mais voici l'histoire inconnue d'un concert qui a failli ne jamais avoir lieu. Le 22 novembre 2000, une date que le producteur de Ray Charles n'oubliera jamais. Flashback. Aéroport de Lisbonne, 10h du matin, premier vol en direction de Paris, d'un concert à l'autre. Mais ce que Ray Charles ne peut alors savoir, c'est qu'il s'envole avec le dernier vol de la journée. Grève massive, aéroport fermé. Ray Charles quitte donc Lisbonne, mais pas l'orchestre, cloué au Portugal. Il reste alors 8 heures pour rapatrier 22 musiciens vers l'Olympia. Ray lui en a vu d'autres, et Jean-Pierre lui a solutionné tellement de galères depuis 22 ans. Midi 10 arrivé au Ritz, Ray n'a pas dormi depuis la veille, à lui la sieste, à son producteur les soucis. 40 ans après, jour pour jour, son premier passage à l'Olympia, une date inévitable, on ne peut pas rater. Et pourtant, les musiciens ce soir sont toujours à Lisbonne, Ray est seul face à l'Olympia. Ce jour-là, il est 19h, qu'est-ce que vous avez à dire à Ray Charles? Que des mauvaises nouvelles. L'orchestre est coincé à Lisbonne, les Raelettes sont coincés à Lisbonne. Il n'y a que 3 solutions, soit on annule, soit Ray joue au piano tout seul et chante tout seul, solo, soit le trio qui est avec nous, c'est-à-dire la rythmique de Ray Charles, la basse, la guitare et la batterie. Et pour corser le tout, le public est là, il attend exigeant, les grilles de l'Olympia ne s'ouvrent toujours pas, impatience. À 20h40, Ray a pris sa décision. Il n'y aura pas d'annulation ce jour-là. Pour la première fois depuis 50 ans, il va donc chanter en trio, voix nue et sans filet, après un travail de titan. C'était une construction bien réglée, tous les arrangements étaient écrits par Ray Charles, chacun avait sa partie, chacun était complémentaire. Là, la partie de sax et de trompette, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne et il a fallu donc qu'il fasse en même pas 1 heure une réduction musicale de ses morceaux pour les jouer en trio. Avec 42 minutes de retard, Ray Charles arrivera sur la scène de l'Olympia. Le public ne se doute de rien. Lui, à 70 ans, prendra le risque de chanter une dernière fois seul face à son public. Jours plus tard, Jean-Pierre Gross perdrait son ami, presque comme nous tous. Le Téléthon a commencé depuis le début de la soirée sur France 2, 30 heures de marathon et comme à chaque fois, l'appel à la solidarité des Français. Vous avez toujours répondu présent et vous le ferez sans doute nombreux ce soir en appelant bien sûr le 36-37. On retrouve tout de suite en direct du Trocadéro Sophie Davant, aux côtés de Gérard Jugnot, le parrain de cette 17e édition. Bonsoir, beaucoup de monde déjà autour de vous pour cette grande fête de la solidarité. C'est bien parti. C'est bien parti, Béatrice, très bien parti. Regardez le compteur, on en est déjà à presque 2 millions d'euros, 1 860 517 euros. Voilà,
avec des raisons d'y croire. C'est le thème de cette soirée où nous allons vous faire partager les avancées de la science et de la recherche. Nous vous montrerons à quel point les choses progressent assez vite. Nous vous parlerons d'une grande découverte en matière de thérapie génique, le saut d'Exon, avec un chercheur, Luis Garcia, qui nous en parlera tout à l'heure. Et puis nous avons un parrain formidable, Gérard Jugnot. Le ton a été donné dès 18h50. Gérard. Oui, mais tout a été dit. C'est formidable de travailler avec Sophie parce qu'elle dit tout. Et avec Nagui, moi je ne suis là que pour répéter et dire des bêtises. Non, non, c'est pas vrai. Oui, je suis très très content et je suis très heureux, ça part très bien. Voilà, alors 36-37 c'est un numéro magique et mon âge. Nagui vous incitera à le... C'est incroyable. C'est votre âge? Oui, toujours jeune, Gérard. Et d'autres vedettes, Béatrice, seront présentes également sur ce plateau, puisque nous aurons la chance d'applaudir Yannick Noah par exemple, Véronique Sanson, Sylvie Vartan. Il y aura Dany Briand également, il y aura David Hallyday, enfin du monde, du beau monde. On vous attend au 36-37 et tout au long de cette soirée, Sophie. En direct du Trocadéro dans ce superbe cadre avec la Tour Eiffel. Derrière nous, voilà, à tout de suite. C'est ça. J'ai pas reconnu, d'accord. C'est la Tour Eiffel de Garabit. À tout de suite. On vous retrouve tout de suite après ce journal, bien sûr. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet, puis le point route de Valérie Maurice. Et bien sûr, toute cette soirée, cette nuit et demain, le Téléthon. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h. Excellente fin de soirée sur France 2 avec le Téléthon.